Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal qui nous présente son invité. Bonjour. On va parler effectivement aujourd'hui encore des élections. On va parler élections européennes, puisque je vous rappelle quand même que le scrutin pour les élections européennes est fixé au dimanche 25 mai 2014. C'est dans quelques jours maintenant. Notre invité, aujourd'hui, c'est Younous Omarjee. Bonjour Younous Omarjee. Bonjour. Alors Younous Omarjee, vous êtes le député européen sortant. Alors on va, première question, peut-être faire un petit bilan effectivement de ce mandat, de cette mandature. Si vous voulez. Écoutez, ce mandat, je l'ai accompli en 2 ans et demi, c'est-à-dire un demi-mandat, et je pense que le bilan est extrêmement important pour un mandat qui finalement a été réduit de moitié. Il faudrait peut-être encore 1 heure d'émission pour aller au bout de cette activité très intense et très variée qui a débuté au mois de janvier 2012 et qui s'achèvera dans quelques jours à présent. Vous avez pris la succession, excusez-moi de vous couper, d'Eli Waro qui était le député. Oui, Eli Waro qui était député européen, qui a été élu en 2009. J'étais son colistier au titre de la société civile et j'ai accompli les 2 ans et demi qui restaient. Lorsque je suis arrivé au Parlement européen, c'est au moment où l'Union européenne renégociait l'ensemble des politiques jusqu'à 2020. La politique agricole commune, la politique commune de la pêche et aussi la politique de cohésion, c'est-à-dire cette politique de solidarité vis-à-vis des régions européennes et qui nous concerne, nous, régions d'outre-mer, régions ultra-périphériques, nous, la Réunion, au premier rang. Et il fallait, évidemment, réussir ces rendez-vous, parce que nous avions beaucoup à gagner, mais nous risquions de beaucoup perdre également. Et il fallait être présent au Parlement européen pour que nos régions ne perdent aucune chance dans ces négociations. Et j'ai pris un soin très particulier à faire en sorte que notre île, la Réunion, notre population soit entendue dans cette négociation et que nos demandes soient satisfaites. Je dois vous dire que j'ai eu l'immense responsabilité d'être désigné comme l'un des 6 négociateurs sur cette grande politique de la cohésion, qui est la politique la plus importante avec celle de la politique agricole commune. Pour avoir un ordre d'idée, il s'agit à peu près de 325 milliards d'euros. Et j'étais le seul Français, parmi une équipe de 6 négociateurs, à négocier pendant 1 an et demi avec le Conseil européen et la Commission européenne. Nous avons eu 73 réunions à Bruxelles, de véritables négociations. Je n'en ai pas manqué une seule. Et le résultat, c'est que nous maintenons nos crédits pour la période 2014-2020. Nous commencions la négociation avec des propositions sur la table de réduction de nos enveloppes de 20%. Au final, les crédits pour l'ensemble des RUP augmentent de plus de 400 millions, les crédits pour la Réunion de plus de 10%. Donc c'est un engagement qui a été tenu. La deuxième chose, c'est les cofinancements. Nous les avons maintenus. Donc sur cette politique de la cohésion, je crois que le job a été fait. Mais il fallait le faire. Justement, Younous Omarjee, alors effectivement, les auditeurs, ou en tout cas les citoyens, connaissent le rôle, la fonction d'un maire, d'un adjoint municipal, d'un député, d'un conseiller régional, d'un conseiller général, mais beaucoup moins d'un député européen. Il n'y a pas une sorte de frustration quelque part, parce que frustration, le mot est peut-être un peu fort, Younous Omarjee, mais et on y reviendra, on en parlera au cours de cette émission, quand on connaît le montant de la dotation européenne pour la Réunion ou pour l'ensemble des régions ultra-périphériques, aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas un chantier à la Réunion, un chantier d'importance qui se monte
sans financement européen. Oui, vous savez, la notoriété des députés européens est assez faible dans l'ensemble de l'Union européenne. On le voit d'ailleurs avec le taux d'abstention. Oui, et c'est vrai aussi en France. Si je vous demande de citer un député européen, vous, Français, vous me citerez sans doute Daniel Cohn-Bendit. Oui, et ceux qui ont une surface nationale. Voilà. C'est-à-dire ceux qui sont connus pour leur activité en France, mais pas forcément pour leur action au Parlement européen. Et sur les plus de 70 députés français, figurez-vous que le président du parti majoritaire est un Français, en tout cas était un Français, Joseph Daul. Je ne suis pas sûr qu'il déclenche sur son passage des hordes de fans qui lui demandent des autographes. Personne ne le connaît. Bon, le président de la commission budget est un Français. Si je vous cite Madame Castex, vous me direz qui c'est. Si je vous dis Madame Le Grip, vous me direz qui c'est. Bon, etc., etc. Et pourtant, ce sont des députés très actifs et ceux qui sont les plus influents au Parlement européen. Moi-même, je fais partie de ces rares députés européens à assumer la responsabilité de coordinateur dans une commission. Et c'est cette fonction de coordinateur qui permet véritablement d'avoir du pouvoir, c'est-à-dire que lorsque vous êtes coordinateur, vous pouvez être négociateur. Et nous sommes très peu de Français d'ailleurs à assumer cette fonction. Donc c'est un problème qui se pose dans l'ensemble de l'Union européenne et qui se pose en particulier en France. La France est un pays, vous savez, très jacobin, il faut revenir sur une culture et les journalistes français prennent le tempo dans la salle des 4 colonnes plutôt qu'à Strasbourg ou à Bruxelles. Et lorsqu'ils viennent à Strasbourg et à Bruxelles, parce que ça leur arrive parfois de prendre le train, ils viennent nous interroger sur les questions nationales et ils se désintéressent des questions européennes. Donc il est facile ensuite de dire mais il y a un problème de notoriété du côté des députés européens. La réalité, c'est que cela ne passionne ni les journalistes et que le travail pédagogique n'est pas fait. Pour ce qui me concerne, tout le temps de mon mandat, j'ai tenté de faire de la pédagogie. J'ai été à la rencontre des jeunes, des étudiants. J'ai fait des conférences un peu partout, y compris récemment à la Sorbonne et à Sciences Po Paris. Mais j'ai aussi été au lycée Paul Moreau à Bras-Panon, dans un certain nombre de lycées à La Réunion. Et j'ai fait venir au Parlement européen de très nombreux scolaires. Mais il est bien évident qu'il y a un travail profond, encore plus profond à faire. La deuxième chose, c'est que l'Union européenne, il faut bien le reconnaître, ne fait rien pour se faire aimer. Hein? Tiens donc, oui, on le constate. Alors on le constate un peu plus effectivement au cours de ces dernières années, notamment, et notamment avec les restrictions budgétaires imposées par Bruxelles aux États. Les restrictions budgétaires, et puis je le disais dans une interview il n'y a pas si longtemps, dans la presse écrite, les institutions européennes, c'est un peu comme ces fonctionnaires européens, un peu comme cet ami qui nous veut du bien. C'est-à-dire qui s'installe chez vous, qui prend ses aises, qui vous donne des ordres. Et qu'on a le plus grand mal à déloger. Et le risque, c'est effectivement qu'à un moment donné, n'en pouvant plus, vous le mettez à la porte. Bon, et on n'en est pas loin si l'on regarde un peu tous les discours europhobes qui ne cessent de grandir. Vous préférez dire europhobe plutôt qu'eurosceptique ? Mais je crois que ça a évolué. Ça a évolué aujourd'hui, dans le mauvais sens. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, les europhobes sont de plus en plus nombreux sur l'échelle du continent européen. Ils risquent de faire une entrée en force au Parlement européen. Il y a un groupe, par exemple, qui s'est organisé autour de M. Farage, que je connais bien, puisque c'est un député britannique qui siège actuellement au Parlement européen, qui fera un très bon score en Grande-Bretagne. Le Front National également. Dans l'ensemble de l'Union européenne, des partis europhobes risquent de faire une entrée fracassante, en tout cas d'être renforcés au Parlement européen. Et puis il y a aussi une xénophobie qui grandit à la faveur des politiques d'austérité, qui, combinées
à des discours qui flattent les bas instincts des peuples. Là, vous parlez des problèmes de migration, principalement. Oui, font que la xénophobie grandit partout en Europe. Donc cela a des impacts évidemment sur nous. Et pourtant, on se rend compte que finalement, la migration en Europe, ce sont les peuples européens qui migrent le plus. Ce sont pas des peuples hors Europe qui viennent en Europe. Mais il faut que les gens, à un moment donné, soient cohérents. Ouais. C'est-à-dire, en Europe, vous avez là ceux qui sont pour la libre circulation des personnes. Mais il n'y a plus de frontières. Ils sont pour la libéralisation maximum, y compris donc des personnes. Et on peut pas d'un côté être pour la mondialisation, pour la liberté de circulation, mais il semblerait qu'il ne soit pour la liberté de circulation que dans un sens. Et que de l'autre côté, dès qu'il y a quelques mouvements migratoires, tout le monde dise il faut faire des barrières. Donc tout ça doit se régler, je pense, autrement. De toute façon, il est impossible d'endiguer, compte tenu des rapports démographiques à l'échelle du monde, le flux des migrants. Et la question des migrants est un problème profond à l'échelle planétaire. Partout. La situation des migrants me préoccupe au premier rang. Je suis le vice-président, mais j'ai exercé la fonction de président à maintes reprises de l'Assemblée ACP Union Européenne, ACP pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, et j'ai demandé qu'on adopte un certain nombre de résolutions et qu'on fasse un travail sur la situation des migrants qui ne cesse de se détériorer. D'ailleurs, il y a de nombreux conflits actuellement, ou des conflits qui dans les années qui nous ont précédés, qui laissent des migrants au sort du climat et de la pauvreté. Et il faudra bien que l'Union européenne, fidèle à ses valeurs, se penche sur ces situations. Alors, Younous Omarjee, vous le disiez tout à l'heure, vous avez fait de la pédagogie pour expliquer... Jamais de démagogie, toujours de la pédagogie. Voilà. Mais vous avez dû faire aussi de la pédagogie à Bruxelles, parce que, je me rappelle, nous étions déjà rencontrés il y a quelques mois de ça, au début, effectivement, de votre mandat, quand vous avez pris la succession d'Élie Moirot. Il a fallu faire connaître et reconnaître, en quelque sorte, les régions ultra-périphériques. C'est vrai, enfin, quand je dis connaître et reconnaître, en tout cas, il a fallu... que l'Union européenne n'a cessé de s'élargir, et que tous les pays ne partagent pas la culture des Outre-mer. Il est bien évident que les pays latins, ont une certaine familiarité avec les Outre-mer. Mais plus on va vers l'Est, et moins les Outre-mer sont connus, ou même acceptés. Et puis, lorsque vous allez du côté des pays nordiques, ils se disent, mais vous êtes bien gentils. Mais nous aussi, nous avons des caractéristiques particulières. Nous sommes des pays montagneux, nous sommes des pays faiblement peuplés. Pourquoi est-ce que vous avez des dispositifs dérogatoires et pas nous? Et puis, lorsque vous allez du côté des Britanniques, eux, ils disent, mais de toute façon, tous ces gens, ils nous coûtent trop cher et ils nous regardent que sous l'angle du combien ça coûte. Donc, soit d'un côté, nous sommes les confettis d'un empire colonial, et de l'autre, nous sommes des gens qui coûtent trop cher. Donc, il faut tordre le cou en permanence, quand on est à Bruxelles, à ces idées, et faire en sorte qu'il y ait des majorités qui se forment en permanence pour faire avancer les propositions que nous défendons. Et ces majorités, je les ai trouvées au cours de mon mandat, puisque récemment encore, au mois de février, j'ai fait adopter à une écrasante majorité le rapport qui porte aujourd'hui mon nom, sur les régions ultra-périphériques. Donc, lorsqu'il y a une volonté, lorsqu'il y a un travail, qui est un travail sans tapage, sans tambour ni trompette, je n'ai pas ici pour taper sur le torse et dire, voilà, j'ai fait mon travail tranquillement, silencieusement, mais je n'ai pas failli à la mission et au devoir que j'avais de servir la population, et c'est ce à quoi je me réfère en fait en permanence. On a l'impression quand même que le Parlement européen, pour bien y travailler, faut bien connaître ses rouages en quelque sorte. Mais évidemment. C'est pas le tout d'être essentiellement politique. Mais n'importe quel travailleur, quand il va dans une usine, alors s'il ne comprend pas le fonctionnement de l'usine, à un moment donné, on le met à la porte. Il faut être efficace. Et lorsque quelqu'un arrive dans une entreprise et prend trop de temps
À s'adapter. pour comprendre, se former, s'adapter. Mais l'entreprise, elle n'a pas le temps. Bon, elle a des exigences. Eh bien, quand on arrive au Parlement européen, on n'a plus le temps aujourd'hui d'attendre, parce qu'il est urgent de défendre nos régions, tout simplement parce qu'il y a un calendrier parlementaire. Et dès la rentrée parlementaire, nous aurons des textes très importants qui nous concernent. Et les institutions européennes sont d'une telle complexité qu'il faut évidemment pouvoir immédiatement saisir cette complexité, être connu, avoir les réseaux. Bon, donc je ne dis pas que ça ferme la porte à toutes les personnes, à tous les candidats qui n'ont pas été députés européens et qu'il faut reconduire tous les sortants. Ça serait absurde. Bon, sauf que il est bien évident que reconduire les sortants, c'est un avantage. Ouais. C'est d'ailleurs ce que font les Allemands, qui considèrent que le premier mandat est un mandat pour Apprendre. le plus souvent S'adapter. apprendre, commencer, le second pour véritablement rayonner, Ouais. et le troisième pour passer la main. Je suis, pour ce qui me concerne, au moment où je vous parle, convaincu que si les Réunionnais et les Ultramarins me font l'honneur de me confier un nouveau mandat, que ce sera celui véritablement du rayonnement de nos régions à Bruxelles et à Strasbourg, tant nous avons des idées et tant nous serons capables de les faire partager. Eh ben, on va en parler dans quelques instants de ces idées. Younous Omarjee avec vous. On marque une première pause et on vous retrouve pour la suite de l'émission. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Et Jean-Pascal pour la deuxième partie de cette émission. Deuxième partie, donc en compagnie de Younous Omarjee. Younous Omarjee, c'est le député européen sortant. Vous conduisez d'ailleurs, Younous Omarjee, la liste de gauche Union pour les Outre-mer. À vos côtés, d'ailleurs, pour l'océan Indien, il y a la Mahoraise Daourina Abdallah, il y a aussi Bruno Lorion. Absolument. Alors ça, ce sont les chefs de file océan Indien. C'est Oui. complété aussi, parce que les territoires outre-mer par, des chefs de file Atlantique et Pacifique. Également. Oui. Dans l'Atlantique, j'ai un accord avec le Parti socialiste guyanais, avec le Parti progressiste martiniquais, qui est le parti d'Aimé Césaire, aujourd'hui très dignement représenté par le conseil régional de la Martinique, Serge Letchimy, et en Guadeloupe, par Guadeloupe Unie et d'une certaine manière le PPDG. Et la tête de section Atlantique est Jean Cruzol, qui est un économiste, qui était au Parti socialiste d'ailleurs, et qui a rejoint le PPM il y a quelque temps. J'ai voulu une équipe et dans le Pacifique, Maeva Salmon, qui incarne la représentation de la Polynésie à l'extérieur, qui a été vidée de son poste par Gaston Floss pour être remplacé, tenez-vous bien, vous savez par qui? Allez-y, vous allez nous l'apprendre. Brigitte Gérardin. Bon. Eh bien, j'ai voulu une équipe compétente. Un économiste reconnu, Maeva Salmon, pour porter cette liste. Parce que les dossiers européens méritent un minimum de compétences et de solidarité aussi, et de fraternité entre nos îles. Justement, Younous Omarjee, on arrive à trouver des complémentarités pour défendre les spécificités de chacun de ces territoires? Oui, bien sûr. Il y a des points communs? Hormis l'éloignement, et puis... Évidemment, il y en a. Il y a aussi beaucoup de différences. Ouais. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre un pêcheur de morue à Saint-Pierre-et-Miquelon et un planteur de canne à La Réunion. Vous en conviendrez. Mais il y a des unités, et en particulier la tropicalité et l'insularité. Si je mets de côté évidemment tous les éléments concernant la crise, enfin bon, tout ça on le sait, et puis c'est vrai aussi dans le continent, c'est vrai aussi pour les régions du continent. Mais la tropicalité et l'insularité, c'est quelque chose qui nous unit. Et nous sommes de fait confrontés au même défi.
Et souvent, ce sont des défis planétaires. Pour tout ce qui concerne la biodiversité, pour tout ce qui concerne le changement climatique, mais surtout, et laissez-moi 1 minute pour en parler, tout ce qui concerne la mer et les océans. D'ailleurs, j'ai vendu cette idée, je peux le dire maintenant, à Jean-Luc Mélenchon qui n'arrête plus d'en parler. Tant mieux. Ben, tant mieux. Écoutez, je suis assez fier. Partout là où il va, sur toutes les chaînes de télé, il en parle. Parce qu'il a vu que c'était là un nouvel horizon politique, un nouvel horizon de développement pour la France, pour les Outre-mer, mais aussi pour l'Europe. Je me suis amusé, je me suis pas amusé parce que c'était compliqué. Mais on a fait le tableau entre les investissements qui ont été accomplis par l'Union européenne pour la conquête de l'espace et les investissements pour l'exploration des océans qui, nous le savons, joueront pour le siècle prochain un rôle peut-être équivalent ou supérieur à celui de l'espace au siècle dernier. Eh bien, c'est un rapport de 1 à 400. Donc... En défaveur des océans aujourd'hui. En défaveur des océans. Ouais. Or, les océans, c'est l'avenir. Et ce que je dis, c'est que ça nous permettra de changer le regard aussi sur nous. Nous ne sommes pas des petites îles. Nous sommes immenses. Nous sommes l'immensité avec ces océans. Nous sommes des îles, mais nous sommes le monde. Et l'Europe, elle peut garder encore l'avance qu'elle a par rapport aux autres grandes puissances si elle investit à fond ce champ, parce qu'elle a des ouvertures maritimes considérables que n'ont pas les autres grandes puissances. Et on le voit bien dans la bataille commerciale. L'Europe peine pour les produits finis, etc. C'est sur la recherche, sur l'innovation, que l'Union européenne continuera à jouer ce rôle de premier plan. Et pour ce qui concerne l'espace, on est déjà rattrapé. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la Chine, voilà. L'Inde, les océans, nous pouvons encore avoir de l'avance. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui, pour peu que le président de la République, François Hollande, m'entende enfin, qu'il porte au Conseil européen une grande proposition pour que les mers et les océans deviennent une priorité européenne. Ça donnera à la France un poids supérieur, prédominant par rapport à l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'a pas cette ouverture. Elle n'a pas de régions ultra-périphériques. Voilà. Il y a la France, il y a le Portugal, il y a l'Espagne. Les pays du sud de l'Europe. La France pourra à ce moment-là réunir autour d'elle un certain nombre de pays. C'est le premier intérêt. Et puis surtout, ça permettra de placer nos territoires et nos régions d'outre-mer au cœur d'une grande ambition pour l'Europe. Et c'est tout le regard qui changera. Il faut sortir de cette vision misérabiliste qu'on porte sur nous. Et je le vois bien, excusez-moi, je le vois bien aujourd'hui à Bruxelles dans la manière dont je défends nos régions. Le temps des pleureuses, là, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Les gens qui pendant des décennies et des décennies, qui sont allés à l'Assemblée nationale, qui font un discours, qui pleurent, qui disent nous fait pitié, donne à nous plus. Tout ça, ça marchera plus. Parce que au Portugal, le taux de chômage des jeunes est supérieur à 50%. En Espagne, il est à peu près équivalent. En Grèce, je suis allé faire des visites. On explose toutes les statistiques. En Grèce, avec mon ami Alexis Tsipras. On est parti. Il m'a amené dans les quartiers. J'ai vu les gens faire la queue dans les dispensaires pour être soignés, comme je n'en vois nulle part ailleurs sur le territoire français, y compris dans les Outre-mer. Donc nous devons, sans nier les retards dans nos régions, nous devons aussi offrir un autre discours pour continuer à faire en sorte que nous soyons regardés. Parce que dans cette Union européenne en crise, la conséquence, c'est que l'Europe se replie sur elle-même. Et elle se replie sur ses frontières continentales. Et ça, c'est la plus grande menace qui pèse sur nous. Oui, mais parce que pour qu'elle ait une politique ambitieuse pour l'outre-mer, il faut qu'elle ait une ambition mondiale. Il faut qu'elle regarde loin. Younes Somarji, il va falloir bagarrer aussi contre la politique de libre-échange avec les États-Unis. Ah, ben là, c'est mon cheval de bataille. Et je veux, pendant cette campagne, qu'on en parle. Je suis le premier et le seul jusqu'à maintenant
à en parler. Aborder ce projet. J'ai fait paraître une tribune libre aujourd'hui sur cette question. Il y aura des conséquences pour nous, y compris à la Réunion. C'est inévitable. Inévitable. Ouais. J'étais en Guadeloupe et Martinique, là-bas ils sont plutôt bien conscients, parce qu'ils sont proches. Ils sont proches géographiquement, effectivement, des États-Unis, et ils subissent en tout cas la pression américaine de manière constante et quotidienne. Est-ce que vous savez que aujourd'hui il y a déjà un accord de quasiment libre-échange entre Madagascar et les États-Unis? Oui, moi je le sais. Voilà. Bon, peu de gens le savent. Ouais. C'est-à-dire que déjà le circuit est prêt. Oui. Donc, lorsque vous aurez... C'était une des conditions, d'ailleurs, du nouveau gouvernement malgache d'être reconnu par les États-Unis. Voilà. Et lorsque vous aurez cet accord de libre-échange signé, ce traité signé, eh bien, les produits américains, ils vont inonder immédiatement sur la Réunion contre nos petits producteurs et contre notre industrie. Donc, c'est un combat extrêmement important. Et ce que je dénonce, moi, c'est le flou des autres candidats sur cette question. Parce que il faut qu'ils disent clairement en réunionnais qu'ils vont voter en faveur de ce traité. Parce que leur grand groupe, les socialistes européens et le Parti populaire européen, c'est-à-dire l'UMP, sont en faveur de ce traité. Ils dénoncent tous Barroso. C'est bien commode avant une campagne des européennes. Mais en réalité, ils sont d'accord. C'est une question, voyez-vous, aussi importante que la discussion, le référendum sur le traité constitutionnel en 2005. Aussi importante. Et nous devons aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait un vrai débat sur cette question. Pourquoi maintenant? Parce que les députés européens qui seront élus le 25 mai auront à voter là-dessus. Donc nous devrons mener une bataille. Bon. Donc voilà une des questions qui doit être au cœur de cette campagne des européennes. Mais Youssouf Marji, est-ce que c'est justement parce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a cette nécessité et ce besoin de reconnaître la mer, ou en tout cas le potentiel maritime, marin. Avec les emplois à la clé. Avec des emplois à la clé. Parce que, bon, moi je prends qu'un exemple, c'est que la Commission de l'océan Indien bénéficie déjà de financement de Bruxelles. Donc il y a déjà, en tout cas de la part du Parlement européen, une sensibilisation des potentialités, puisque l'Union européenne finance la construction du hub maritime de Maurice ou des Seychelles, investi aussi sur Madagascar. On a l'impression aussi que ces accords entre l'Union européenne et les pays de la zone est assez mal perçu à la Réunion. On a l'impression que c'est signé au détriment d'eux. Mais évidemment. Bon, pourquoi? Tout simplement parce que... Mais vous savez une chose, c'est que cette Commission européenne, elle est soutenue. Elle est soutenue par des chefs d'État. Et elle est soutenue par des majorités au Parlement. Bon. Donc il est toujours facile pour tout le monde de critiquer la Commission européenne, de dire elle ne devrait pas signer des accords commerciaux. Mais que ceux qui sont majoritaires fassent leur boulot. Bon. Or, ils ne le font pas. Et ils sont complices avec la politique conduite par le commissaire de Gucht en matière de commerce international. Je vais vous prendre juste quelques exemples. Pour la banane, par exemple. La Commission européenne signe des accords avec ce qu'on appelle les pays andins. Bon, et les pays d'Amérique centrale. Des accords qui vont exactement, j'allais dire pourrir, mais affaiblir la banane communautaire et en particulier la banane antillaise. Et favoriser les multinationales américaines et la banane dollar. Bon. Tout ça se fait dans le dos des élus des Antilles. Parce que la Commission européenne a compétence pour négocier sans même associer les États membres. Alors vous pensez bien, les élus locaux, elle n'en a rien à foutre. On pourrait craindre la même chose pour la canne et le sucre réunionnais? Mais pour la canne et le sucre réunionnais, c'est aussi ce qui se passe. Bon. Donc, il y a un problème au niveau du contrôle des négociations. Et on le voit aussi pour la négociation sur le traité transatlantique, qui est fait dans le secret des cabinets, le plus total, sans que les députés européens ne soient associés. Bon. Donc, il y a là une bataille globale qu'il faut mener. Mais cette bataille ne pourra être gagnée que si tout le monde a le sens de l'intérêt général.
Et or, je crois qu'il y a des doubles discours. C'est-à-dire que, à la veille des élections, tout le monde est pour l'Europe humaine, tout le monde est pour l'Europe sociale, tout le monde est pour l'Europe solidaire. Mais évidemment, alors qui sera contre? Alors tout le monde signe. Bon, mais la réalité, c'est ensuite les votes. Bon, et les votes, moi je les ai expérimentés, je les ai vus. J'ai vu que lorsque j'ai déposé un amendement pour relever la taxation sur les transactions financières, un amendement que j'ai déposé et qui a été co-signé par mes collègues, eh bien, les députés socialistes et démocrates, ainsi que PPE, ont refusé. Bon, donc c'est ça la dure réalité. Concernant la coopération régionale, je crois qu'il faut faire en sorte effectivement que la Commission européenne intègre et intègre nos intérêts et nos associe. Nous en sommes encore loin, il faut bien le reconnaître. On marque une dernière pause, Younous Omarjee. On revient avec vous pour la dernière ligne droite de l'émission. Déjà. Eh oui, ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Vous nous dites des choses intéressantes. Et dans le dernier quart d'heure, on va vous écouter. On revient avec vous. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Parlons politique autrement, Jean-Pascal et son invité. Voilà, notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est Younous Omarjee. Younous Omarjee, je le rappelle quand même, à nos auditeurs, c'est quand même le député européen sortant. Younous Omarjee, vous le disiez, vous êtes en poste depuis 2012, donc vous avez succédé à Elie Waro. Vous êtes apparemment, si on vous a bien écouté déjà depuis une demi-heure, oui, le temps passe très très vite. Vous êtes bien bagarré pour faire reconnaître les régions périphériques en général et la Réunion en particulier. Que je dirais sur le prochain mandat que vous souhaitez endosser encore, qu'est-ce qui vous reste à faire? D'abord, contrairement à mes collègues, je ne suis pas candidat pour être seulement député européen, figurez-vous. Je suis candidat pour être député européen, mais aussi pour être vice-président d'une commission. Ou président même d'autres choses. Bon, ce qui va permettre... Mais toujours au niveau européen. Au Parlement européen. Au Parlement, on est d'accord. Ce qui va permettre encore de renforcer, je pense, ma capacité d'action, mon influence, ma percussion au Parlement européen. Parce que je sais que si je suis député, j'aurai une vice-présidence, certainement, de commission, voire même une présidence de commission. Et donc, ça grâce à votre parcours depuis 2012 ? Oui, et donc l'enjeu est important, et je crois que pour la Réunion et l'ensemble des régions ultra-périphériques, c'est quelque chose qui peut être très, très bénéfique. Ensuite, ce qui me reste à faire. Bon, vous savez que j'ai fait adopter à une écrasante majorité un rapport sur les régions ultrapériphériques. C'est un signal très positif que le Parlement européen a adressé à la prochaine Assemblée. Ce rapport, d'ailleurs, a été voté peu de temps avant la fin de cette législature. Il s'agit d'un programme d'action de 79 mesures concrètes qui est finalement le programme de travail pour les 5 années à venir. La Commission européenne, par exemple, je sais qu'elle travaille déjà sur un certain nombre de ses propositions. Parmi ces propositions, par exemple, il y en a une qui fait le constat que toutes les RUP, hormis la Guyane, sont des terres de volcans. On le dit pas suffisamment, mais c'est la réalité. Bon, donc nous pouvons prendre là la tête d'un grand programme sur la vulcanologie, la sismologie, les risques naturels, à l'avantage évidemment de nos chercheurs, de nos universités, de notre jeunesse, mais aussi qui concerne l'ensemble de l'Europe, puisque vous avez aussi des volcans en Europe. En Europe, en Islande. Voilà, je vous parle de ça, mais il y a beaucoup d'autres mesures. Il y a par exemple les labels protégés pour notre agriculture. On voit bien que nous avons très peu de produits de terroir qui sont protégés par des AOP. Donc là, il y a un travail à faire avec la Commission. Enfin bref, une série de choses. Je crois que la meilleure personne pour défendre ces propositions, c'est celui qui en est l'auteur. On est d'accord. Ensuite,
autre chose qui n'a plus grand-chose à voir avec les régions ultra-périphériques, bien que je n'ai pas eu le temps, et c'est un regret de ma part, d'aller au bout d'une proposition que j'ai mise sur la table, de créer une qualification juridique nouvelle des crimes de l'humanité contre la nature. Là, c'est pas crime contre l'humanité, c'est crime de l'humanité. Les crimes de l'humanité contre la nature et les autres espèces. Nous devons voir que nous sommes aujourd'hui entrés dans la 6e vague d'extinction des espèces depuis le début de ce monde. Elle est inédite puisque sa gravité naît évidemment d'évolution naturelle pour un certain nombre d'espèces, mais aussi de l'activité humaine et d'une prédation économique et d'un mode de progrès et de croissance. Et nous sommes dans cette 6e vague d'extinction des espèces qui fait que dans peu de temps, malheureusement, à l'échelle de l'histoire, on ne pourra plus voir des éléphants que dans des zoos ou des grands singes que dans des zoos. Bon, et que les baleines auront totalement disparu. C'est la mère de toutes les catastrophes, puisqu'elle porte en elle la disparition même des êtres humains. Et tout ceci est organisé. Ce sont des crimes de masse organisés. Lorsque des crimes de masse organisés avec nos semblables, c'est-à-dire avec les humains, sont commis, il y a des qualifications juridiques. C'est les génocides, c'est les crimes contre l'humanité. Mais lorsque cela concerne les autres espèces, alors là, c'est la barbarie libérée sans vergogne et c'est le règne de l'irresponsabilité et du non-droit. Et je crois que nous avons une civilisation qui est sans cesse perfectible. Et que la grande aventure pour notre civilisation aujourd'hui, c'est de repenser son rapport avec le reste du monde du vivant. Voyez-vous ? Bon. Eh bien, ça c'est quelque chose qui est, à mon avis, un peu révolutionnaire, mais qui est inévitable si nous voulons faire progresser notre civilisation et si nous voulons, c'est-à-dire d'une certaine manière, c'est libérer l'humanité, c'est sauver l'humanité elle-même, parce que la disparition des espèces entraînera la disparition de l'humanité, mais c'est sauver aussi l'humanité d'elle-même, c'est-à-dire de ses instincts barbares. Bon. Enfin voilà. Donc, je vais vous dire que bien que j'ai quelques a priori par rapport à Brigitte Bardot et quelques déclarations qu'elle ait pu faire, j'ai eu j'ai rencontré son porte-parole à plusieurs reprises et nous allons porter ensemble très prochainement cette proposition de manière plutôt éclatante et fracassante. Fracassante et quelque part atypique parce que... Et atypique, oui. Il faut bien le reconnaître. Cette forme de responsabilité, vous l'avez acquise au cours de votre parcours politique qui est lui aussi tout aussi atypique. Vous avez commencé dans les années 86. Mais je pense que je suis un petit peu atypique dans le monde politique. Pourquoi ? Parce que le reste, c'est-à-dire les bagarres politiques et tout. Bon, tout ça, ça m'intéresse pas, moi. Ça m'intéresse pas. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le travail pour lequel je suis payé en tant que député européen. C'est-à-dire que vous prenez la politique au terme réel, c'est-à-dire que c'est la vie de la cité. Mais oui, et puis j'ai un devoir vis-à-vis de la population. Bon, et on attend de nous d'être efficaces, et on attend de nous d'être au travail. Vous savez, j'ai un taux de présence de 85% en plénière, de 96% en commission. Je vois pas d'autre moyen de travailler que celui-là. Bon, donc ensuite, si il faut faire du cinéma en permanence pour se rendre populaire, etc., tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est servir la population, nous rendre plus grands en Europe, que les gens soient fiers du travail accompli par leurs députés. Et puis, on peut pas non plus tout réussir. Il y a parfois des échecs, mais au moins, on se dit, on a fait le maximum.
et on n'a pas reculé devant la tâche, et c'est comme ça que j'accomplis mon mandat. Et croyez-moi, je rencontre les Réunionnais et les Mahorais depuis le début de cette campagne électorale. Eh bien, les Réunionnais et les Mahorais, la population a du bon sens. Elle observe les élus et elle porte un jugement. Et finalement, elle se dit, ce petit marmaille de Saint-Denis, il fait pas beaucoup de bruit, mais il avance. Et je dirais à Didier Robert d'ailleurs, qui a dit que je suis un empêcheur de tourner en rond. Tant mieux. Je lui dis merci pour le compliment. Oui. Je suis un empêcheur de tourner en rond. Et la région Réunion tourne en rond effectivement depuis qu'il est à la présidence. Et moi j'avance et j'espère pouvoir continuer à avancer. Cette prise de conscience, vous l'avez acquise au cours de ces années. On rappelle quand même que vous avez été assistant parlementaire de Paul Vergès, d'abord au Sénat, puis en 2004 au Parlement européen. Vous avez été également assistant parlementaire de la députée européenne Madeleine de Grandmaison. Oui, j'ai été aussi collaborateur de Christophe Payet, député socialiste à l'Assemblée nationale, et de Christophe Payet, président du Conseil général. Du Conseil général. D'ailleurs, j'ai commencé ma vie professionnelle au Conseil général de la Réunion. J'y ai travaillé pendant 4 ans, et c'est là où j'ai aussi appris. C'est là on fait ses armes. Oui, toutes les questions concernant le développement de la Réunion. J'ai travaillé au contact des associations. J'ai été vraiment au cœur de la vie locale. Et c'est comme ça, parce qu'on peut pas non plus être hors sol. C'est-à-dire, pour bien défendre son pays, il faut le connaître. Et je suis le député, pas seulement de la Réunion. J'ai une responsabilité vis-à-vis des Mahorais. Je suis allé à de nombreuses reprises à Mayotte pour d'abord comprendre Mayotte. Il faut d'abord comprendre. Et puis ensuite pour tenter d'élaborer un certain nombre de propositions avec les élus mahorais. Et je suis aussi le député d'une grande circonscription des Outre-mer. La 8e. Celle des Outre-mer. J'ai eu l'occasion de recevoir des amis de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie au Parlement européen. Moi-même, je n'ai pas pu voyager dans toute la circonscription, mais il faut quand même être en lien avec sa circonscription, et je l'ai été. C'est là l'importance du réseau dont vous parliez tout à l'heure. Oui, et puis aujourd'hui, vous savez, il y a les mails, il y a Skype, c'est vrai. Il y a le téléphone, on n'a pas besoin de rentrer dans un avion, être en première classe pour faire un voyage de 48 heures, pour donner le sentiment qu'on est en lien avec son territoire et repartir tout de suite. Non, alors je passe beaucoup de temps au téléphone et j'échange par mail avec tous les acteurs. Je reviens de la foire agricole de Brapano. Et j'ai vu à quel point les agriculteurs de la Réunion reconnaissent d'une certaine manière en moi l'ami des agriculteurs qui jamais n'a manqué à l'appel quand il s'agissait de les défendre au Parlement européen. Et nous avons fait ensemble un travail main dans la main tout au long de ce mandat. Donc voilà. Dino Sommargy, il nous reste à peu près 1 minute 30 pour conclure cette émission. Il y a quand même 2 particularités pour ce scrutin. C'est d'abord, on l'a dit tout à l'heure, on risque d'avoir un taux d'abstention record. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui invitent à voter, mais aussi beaucoup de gens qui incitent à ne pas voter, en tout cas voter contre Bruxelles. Et puis, il y a aussi une autre spécificité, c'est la première fois que le vote blanc va être reconnu dans un scrutin. C'est quoi l'analyse que vous en tirez de ces 2 éléments-là, conjugués sur un même scrutin? Oui. Je crois que ça va au-delà des élections européennes. Je crois que ce système est entré en crise profonde. Et vous voyez bien que les partis politiques sont devenus ultra minoritaires. Vous avez vu au Brésil les derniers mouvements, les jeunes qui sont descendus dans la rue. C'était quoi le mot d'ordre? C'était non aux partis politiques. Vous avez vu l'émergence en Italie de mouvements comme Grillo, etc. Les partis politiques sont minoritaires, ultra minoritaires. On est dans une crise de la représentation démocratique. Et on n'a pas encore inventé autre chose. Mais je crois qu'on inventera autre chose, peut-être avec le numérique. Mais aujourd'hui, les gens se disent, on a des qualités, des compétences qui sont peut-être encore plus grandes que nos élus. Et nous avons, nous, la possibilité peut-être de faire mieux qu'eux. C'est ça la grande différence avec l'époque.
Donc il est bien évident que les gens ne vont pas voter parce qu'ils se disent ces gens-là non seulement sont ultra minoritaires, ils nous représentent pas et nous représentent mal. Mais il faut les voter. De toute façon, il faut les voter. On peut pas contraindre les gens, mais il faut voter lorsque on est convaincu que l'enjeu en vaut la peine, et les européennes, l'enjeu en vaut la peine pour nos régions. Merci Younous Omarjee, en tout cas merci à vous et bonne campagne. Je rappelle que vous êtes le député européen sortant et que vous conduisez la liste Union pour les Outre-mer. Merci à vous. Merci. Et bonne journée à l'écoute des programmes.